Un château baroque accroché aux pentes du mont Cameroun, une fontaine Bismarck édifiée au cœur de l'Afrique, c'est une partie de l'héritage que les Allemands, premiers occupants, ont laissé au pays. Aujourd'hui, le château sert de résidence d'été au chef de l'État qui peut contempler de ses terrasses le reste de l'héritage. Plantations immenses de thé et de café, ou un peu plus bas, d'EVA. Et surtout, premier tronçon du Transcamerounais. 1914. Les Allemands s'engagent dans une aventure fabuleuse, joindre par le rail leurs deux colonies, Cameroun et Tanganyika. 1916. Les Français reprennent à leur compte le projet et relient le port de Douala à Yaoundé. Mais on en restera là jusqu'à ce qu'en 61, le Cameroun indépendant décide de pousser 900 km plus loin vers l'intérieur. Et cette première construction a laissé dans le pays, je le sais, j'en ai entendu parler, un très mauvais souvenir, n'est-ce pas, parce qu'il fallait réquisitionner des populations dans des villages, n'est-ce pas, pour les faire travailler. C'était un peu le bagne. C'était un peu le bagne, c'était des travaux forcés dans certaines régions. Le second tronçon du Transcamerounais a été inauguré en décembre dernier. 2000 ouvriers et techniciens y avaient travaillé pendant 10 ans. Ils permettent aujourd'hui d'offrir un débouché sur la mer, au coton du nord et au bois du centre du pays. Peut-être aussi demain d'exploiter un énorme gisement d'1 milliard de tonnes de bauxite. Mais avant cela, il faudra refaire la vieille voie Douala-Yaoundé qui croule déjà sous le poids du trafic. Oui, il y a les déraillements qui sont dus effectivement à l'état de la voie et qui datent déjà depuis longtemps. En moyenne, on enregistre un déraillement par semaine, surtout pendant les périodes pluvieuses. Le ministre de la Coopération, Pierre Ablin, s'est vu proposer une promenade sur le vieux tronçon du Transcamerounais. Promenade qui, à 40 à l'heure, prenait l'allure d'une aventure digne des temps héroïques du chemin de fer aux États-Unis. Car pour mener à bien cette rénovation, le Cameroun aura besoin de l'aide internationale, et en particulier de celle de la France. Mais la comparaison avec l'Amérique ne s'arrête pas là. En Afrique, la voie ferrée est un formidable moyen d'unification. Elle permet, au Cameroun, le brassage de populations autrefois rivales, dont les affrontements ont ensanglanté le pays jusqu'à la fin des années 60. Ainsi en va-t-il de la route, là, du moins, où elle existe, car souvent, elle devient piste aux portes des villes. Et ce n'est pas un hasard si la seule d'entre elles, où l'on peut dépasser le 100 à l'heure, relie Douala à Victoria, la ville la plus importante du Cameroun ex-britannique. Dans cette province, on roule maintenant à droite, et les juges ont remisé leurs perruques poudrées au magasin des accessoires. Mais tout le monde parle anglais. Le bilinguisme est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Et quelques Britanniques nostalgiques hantent encore des villas et des clubs qui fleurent bon une certaine douceur de vivre coloniale. D'abord, fédération de 2 États anglophones et francophones, le Cameroun est devenu depuis 1971 un État centralisé. L'unification, en partie réussie, c'est la grande œuvre d'Amadou Ahidjo, le président le plus secret de toute l'Afrique noire francophone, le seul, avec Senghor et Houphouët-Boigny, à avoir franchi 17 ans d'indépendance. Dans cette unification, le rail et la route ont joué leur rôle, qui n'est pas négligeable. Les infrastructures, c'est aussi de la politique. Du coup, on comprend les précautions que prend Pierre Ablin pour définir la nouvelle politique de coopération. Nous ne pouvons qu'aider, que coopérer. Nous ne pouvons pas suggérer. La suggestion, la décision sont l'œuvre du gouvernement. Il faut concentrer cette coopération, la programmer, aboutir à une véritable stratégie du développement, perdre de vue tout ce qui est gestion et contribuer simplement à une amélioration économique et sociale nécessaire au monde entier, et plus particulièrement aux pays concernés, et naturellement utile à notre pays, dans la mesure où non seulement les contacts humains sont précieux, mais où l'économie peut aussi en tirer profit. Les intérêts français, c'était et ce reste en partie les grandes plantations. Celle-ci est passée sous le contrôle camerounais. Elle emploie près de 10 000 personnes. Mais si le café et le cacao se vendent encore bien, la culture de l'EVA, qui donne le caoutchouc, dans des exploitations au charme un peu désuet, décline peu à peu. Ici et là d'ailleurs, l'agriculture tombe à l'abandon. Et le pays doit importer de plus en plus de denrées de première nécessité.
C'est cet état de choses qui est la préoccupation première du gouvernement. Oui, mais est-il encore temps de retenir les paysans à la terre? Le chemin de fer happe la population vers les villes. Les grandes agglomérations et leurs immeubles modernes exercent une fascination sans cesse croissante sur les villageois. Seulement, l'emploi n'y est pas assuré. Alors, à la ville, on multiplie les petits métiers. C'est vrai, on peut toujours trouver quelque chose à vendre sur les marchés. La débrouillardise, le système D sont la loi de tous. Car l'industrialisation est désespérément lente. Les facultés, les lycées produisent des diplômés réduits à postuler des places de planton. Alors, les bidonvilles s'élargissent comme des chancres gigantesques aux portes des agglomérations. Dans celui de Douala, un homme sur 3 serait un chômeur total. La prostitution et la délinquance y fleurissent. De mois en mois, l'atmosphère se charge d'électricité, le gouvernement s'inquiète, tente de créer de nouveaux emplois, mais l'argent fait défaut. Un symbole. Le monument élevé à la gloire de l'unité du Cameroun reste inachevé, faute de crédit. Alors, à la longue, ne risque-t-il pas de se lézarder ?